Haïtiens à la One Bade, bienvenue dans l'émission là. On parle constitution. Je vous dis encore, nous parlons bien un débat qui est très animé, équilibré, parce qu'on a bien deux invités, professeur Julien Boudon depuis la France et puis maître Sonnet Saint-Louis qui à Port-au-Prince. Euh, Bonsoir, messieurs, bienvenue à cette émission. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, et c'est un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Je pense que nous allons avoir un très bon débat et nous allons éclaircir la lanterne du public et de la modeste mesure où nous le pouvons. Alors, en début d'émission, je vais bien sûr présenter mes intervenants. D'abord, le professeur Julien Boudon. Il est ex-doyen de la faculté de droit et sciences politiques de Reims, où il a enseigné le droit constitutionnel et le droit administratif. Le professeur Julien Boudon enseigne actuellement le droit public à la faculté de droit de l'université Paris-Saclay. Ses travaux portent sur des régimes étrangers qui illustrent deux modèles classiques, le régime parlementaire comme Royaume-Uni, Allemagne et le régime dit présidentiel comme aux États-Unis. Il est l'auteur avec Stéphane Rials des textes constitutionnels étrangers, que sais-je, sorti aux éditions PUF, 14e édition 2012. Et dans la collection Droit fondamental, il a déjà sorti les tomes 1 et 2 du manuel de droit constitutionnel consacré à la Ve République. Un troisième et un quatrième tome doivent sortir bientôt. Maître Sonnet Saint-Louis est diplômé en philosophie et en droit à l'Université d'État d'Haïti. Il a fait ses études de maîtrise et de doctorat en droit à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Il est actuellement professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de l'Université d'État d'Haïti. Il enseigne le droit des affaires à l'UNIFA et donne des cours de méthodologie au CEDI. Alors, aujourd'hui, on va parler continuité ou rénovation de la Constitution. Ma première question pour vous, qu'est-ce qu'une bonne Constitution? Que doit-elle définir et que doit-elle s'abstenir de traiter? Le premier qui se lance, je l'écoute. Alors, pour moi, qu'est-ce qu'une bonne constitution? Cette question a été déjà posée dans l'histoire du droit constitutionnel haïtien. Qu'est-ce qu'une bonne constitution? Alors, pour moi, une bonne constitution, ce n'est pas celle qui définit un régime parlementaire ou un régime présidentiel ou tout autre, un régime semi-présidentiel. Mais pour moi, une bonne constitution, c'est celle qui est capable de reprendre les principes démocratiques de l'état des droits, de la bonne gouvernance. C'est celle qui est capable de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine. Pour moi, c'est quand même ces éléments importants qui caractérisent pour moi une constitution moderne. C'est d'abord les principes démocratiques qui sont respectés, les principes de la bonne gouvernance, de l'état des droits et le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Et pour moi, c'est une bonne constitution. Donc, qu'il s'agisse d'une constitution qui définit un régime présidentiel ou qu'il s'agisse d'une constitution qui définit un régime parlementaire, donc cette constitution doit tenir compte de ces principes qui constituent pour moi ce que j'appelle l'idéologie dominante. Professeur Boudon. Je serais tenté de dire qu'une bonne conscience, c'est d'abord celle qui correspond à un peuple donné. C'est celle qui convient, en l'occurrence, à Haïti, à son histoire, à son évolution, à sa géographie, à ses mœurs. C'est quelque chose que disaient déjà les Grecs depuis Aristote, Platon, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc d'abord, puisque nous parlons ici de conscience en général, une bonne conscience, c'est celle qui convient à ce peuple-ci, à cette nation-ci, et pas nécessairement à une autre, avant de rentrer dans les détails effectivement nationaux, comme le disait le professeur Saint-Louis. Alors, cette constitution, que doit-elle définir et que doit-elle s'abstenir de traiter? Je dois dire qu'ici s'impose la souveraineté de l'État, la souveraineté de la Constitution. C'est une constitution peut à peu près tout faire. Je rappellerai des choses assez peu reluisantes. C'est que certaines constitutions européennes, et notamment une certaine constitution suisse, par exemple, jusque dans les années récentes, interdisaient la commercialisation de la viande cachère, par exemple, par pur antisémitisme. Inutile de rappeler toutes ces constitutions.
y compris la Constitution américaine de 1787, qui a sanctuarisé l'esclavage, dans un premier temps jusqu'en 1808. Et après, on sait qu'il a fallu une guerre, la guerre de sécession, pour trancher la question. Donc, une constitution peut à peu près tout faire parce que c'est le texte souverain d'un État souverain. C'est le texte suprême d'un État souverain, plus exactement. Autrement dit, d'un point de vue juridique, il ne pose aucune difficulté de dire qu'une constitution peut à peu près renfermer en droit à peu près n'importe quoi. Simplement, après, se pose une question politique ici de pertinence de ce qu'on veut mettre dans une constitution. Donc, je serais bien en peine de répondre à la deuxième question, à savoir qu'est-ce qu'elle ne doit pas contenir. À vrai dire, je ne sais pas ce qu'elle ne doit pas contenir. Peut-être, je serais tenté de dire, pas trop de détails. Pas trop de détails, et c'est quelque chose qui est très connu en Haïti, avec une constitution, celle de 1987, qui comprend plus de 300 articles. Et sans doute qu'une constitution doit plutôt être brève et limpide. C'est plutôt des qualités formelles que je mettrai en avant que des qualités matérielles. Maître Saint-Louis, vous êtes un habitué de la Constitution haïtienne. Qu'est-ce qu'elle devrait définir et qu'est-ce qu'elle devrait s'abstenir de traiter? Et comme l'a si bien dit le professeur Julien, donc une constitution doit d'abord répondre à l'esprit du peuple, c'est-à-dire répondre à son histoire, répondre à sa géographie, répondre à ses coutumes et répondre aussi à ses mentalités, à sa manière de vivre. Donc une constitution doit contenir tout cela. Mais en dehors de cela, je dis qu'une constitution ne doit pas constitutionnaliser l'arbitraire. Donc, une constitution ne doit pas faire fi de certains principes, comme celui de l'égalité des citoyens devant la loi. Une constitution ne peut pas enfreindre les droits fondamentaux de la personne humaine. Donc, une constitution ne doit pas constitutionnaliser la corruption. Une constitution ne peut pas être, une constitution démocratique ne peut pas fait obstacle donc, à la démocratie. Donc, c'est l'ensemble de ces principes, de ces considérations et qu'une constitution ne peut pas faire fi. Donc, de toute façon, tout ce que je dis et par rapport à ce que j'appelle une très bonne constitution, c'est quand même son contraire. Donc, ce qu'on ne peut pas faire dans une constitution, donc, c'est ce qui est contraire à une bonne constitution, comme je l'ai bien défini. Maître Saint-Louis, est-ce que la Constitution de 1987, en termes de droit constitutionnel, est une bonne constitution? J'ai toujours posé cette hypothèse, à savoir que ce n'est pas la Constitution haïtienne qui pose des problèmes, des difficultés d'application. Ce n'est pas la Constitution de 1987 qui, au bout du compte, après 35 ans, qui s'est révélée un petit monstre donc pour ses dangers d'application. Pour ma part, je crois que nous avons un problème sérieux. Pour moi, le respect de la loi et le respect de la Constitution, c'est d'abord un problème d'éducation. Donc, pour appliquer la loi, il faut apprendre d'abord à aimer la loi et la vouloir. Donc, nous avons des élites haïtiennes de tout temps, donc qui vivent en rupture avec la loi, qui vivent en rupture avec le droit. Donc, nous avons des élites haïtiennes qui sont incapables d'évoluer dans une société haïtienne dominée par les règles du droit. Même la Constitution qui sera techniquement et politiquement bien élaborée, donc bien faite, ne sera jamais appliquée en Haïti, tout autant qu'on a cette élite politique, ces élites qui constituent un obstacle donc, à la modernité, donc un obstacle au changement. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que même la Constitution qui est élaborée par Dieu, ou bien ne sera jamais appliquée en Haïti. Ça veut dire les problèmes, c'est d'abord un problème d'éducation, donc d'où la problématique, à savoir qu'il faut d'abord une rééducation. Il faut poser les problèmes en termes de rééducation des élites haïtiennes, donc pour qu'elles puissent être capables d'évoluer dans une société haïtienne dominée donc par les règles de droit. Donc, c'est le vrai problème. C'est que si la Constitution de 1987 prévoit sa procédure d'amendement, et je le dis, le fait que la Constitution prévoit
prévoir une procédure d'amendement, le fait que la Constitution reconnaisse qu'on a la possibilité et de la corriger, de l'amender, de la réviser, donc la Constitution elle-même reconnaît qu'elle n'est pas parfaite. Donc, c'est-à-dire à chaque étape de l'évolution de la société haïtienne, donc à chaque période, donc il faut nécessairement l'adapter donc pour qu'elle puisse répondre aux mutations sociales, aux mutations économiques et politiques. Donc, ça veut dire que la Constitution haïtienne n'est pas une œuvre parfaite et aucune œuvre humaine ne saurait l'être. Donc, si vous prenez par exemple la Constitution américaine qui date depuis 1787, elle a subi pratiquement 27 amendements. Mais aujourd'hui, qu'il s'agisse des constitutionnalistes, qu'il s'agisse des professeurs de droit constitutionnel au Canada, en Haïti ou même en France, reconnaissent que la Constitution américaine, c'est l'une des plus belles œuvres humaines que l'esprit humain n'a jamais réalisées. Mais les intellectuels américains, donc non seulement avaient élaboré une œuvre qui répond à l'esprit du peuple américain, mais étaient patients. Et patients pour construire une œuvre qui répond donc aux besoins du peuple américain. Et je pense que c'est cette patience qui nous manque. Donc, on ne construit pas la démocratie avec des petits vides, on ne construit pas la démocratie avec des gens pressés. Donc, il faut du temps donc, pour travailler cette œuvre et de manière à ce qu'elle puisse devenir une œuvre de fierté pour les générations futures. Professeur Julien Boudon, c'est sûr que vous avez vu la Constitution haïtienne, vous l'avez lue et relue. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne Constitution? Tout d'abord, permettez-moi de rejoindre le professeur Saint-Louis dans le premier argument qu'il a développé, à savoir qu'une constitution ou des lois ne sont rien sans des mœurs. Et que si nous n'avons pas des gens éduqués, comme il a dit, avec un sens moral assez élevé, la Constitution, comme les lois, comme les règlements, tout cela ne sera que du parchemin et ça ne servira strictement à rien. Donc, je rejoins sur ce premier point. S'agissant du deuxième, la prudence est ici nécessaire parce que naturellement, je suis étranger. Je connais assez bien, je crois, l'histoire constitutionnelle haïtienne, très, très tourmentée. Et ce que je constate, et ce n'est pas tellement un point de vue ici personnel que je défends, mais ce que je constate, c'est qu'en Haïti, il me semble qu'il y a une quasi-unanimité pour considérer que la Constitution de 1987 est condamnée, qu'elle a des vices qui la rendent impraticable. Encore une fois, je ne me prononce pas. Mais il est vrai que quand on regarde l'histoire des 35 dernières années, la succession des chefs d'État, la succession des premiers ministres, la paralysie des relations entre le chef de l'État, le Premier ministre d'un côté et le Parlement de l'autre, un amendement constitutionnel de 2011 qui a introduit un conseil constitutionnel qui n'a jamais été mis en œuvre, des dispositions relatives aux collectivités territoriales qui, à ma connaissance, n'ont jamais été mises en œuvre non plus. Nous avons un problème avec la Constitution de 1987, indéniablement. J'en veux pour preuve, dans les 10 ou 15 dernières années, les commissions mises en place par le président Préval, la commission présidée par Géry Tardieu, le mouvement qui est engagé par le président Jovenel Moïse depuis quelques mois maintenant. J'en veux pour preuve encore les écrits de la doctrine, qu'il s'agisse de Claude Moïse, qu'il s'agisse de la professeure Maniga, etc., etc. Autrement dit, j'ai l'impression que la Constitution de 1987 fait l'unanimité contre elle. Et la question la plus importante, me semble-t-il, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la remplacer si on considère que ses défauts sont irrémédiables. Alors, j'ai envie de poursuivre en vous demandant quand même, est-ce que la Constitution de 1987, c'est une constitution moderne, je le mets entre guillemets, voire même capable de répondre aux défis contemporains? M. Saint-Louis. Mais je dis que la Constitution de 1987 n'est pas appliquée, c'est parce que d'abord, les acteurs politiques haïtiens ne la comprennent pas. Les acteurs politiques ne la connaissent pas. Donc, ils ne la maîtrisent pas. Et c'est la raison pour laquelle que la Constitution de 1987 n'est pas appliquée. C'est une constitution moderne, je peux vous dire, parce qu'elle est née en 1987 et c'est l'époque
où l'on fait la promotion de la démocratie à travers toute l'Amérique latine, à travers le Caraïbe, c'est l'époque où l'on fait la promotion de l'état des droits, la promotion de la bonne gouvernance et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine. Et si vous regardez la Constitution de 1987, il y a tout un chapitre qui est consacré aux droits fondamentaux de la personne humaine. En matière de la bonne gouvernance et des redditions de comptes, on trouve ces principes. Et aujourd'hui, ces principes constituent une conditionnalité pour les institutions financières internationales qui octroient de l'aide aux pays en développement. Donc, les principes de la bonne gouvernance sont retrouvés dans la Constitution américaine, dans la Constitution de 1987. La question de l'état des droits. Mais l'une des définitions de l'état des droits, c'est la soumission des gouvernants au même titre que les gouvernés. Donc, les gouvernants doivent se soumettre à la loi et aux droits au même titre que les gouvernés. Donc, on trouve la question de l'état des droits qui est insérée dans la Constitution de 1987. On peut même dire que ces principes qui constituent aujourd'hui des principes généraux du droit sont constitutionnalisés et judiciarisés dans la Constitution de 1987. La question de la démocratie, on a besoin de parler. Donc, les principes de l'alternance et du pouvoir politique. Mais c'est bien. Écoutez, nous avons un régime politique défini par la Constitution de 1987 qui est en fait, qui a une certaine originalité. Il y a certains professeurs de droit constitutionnel qui disent que mais les régimes politiques définis par la Constitution de 1987 est irrationnel. Mais posons-nous la question suivante. Irrationnel par rapport à quoi? Il y a toujours une raison à la loi. Donc, on ne peut pas construire un texte de loi, on ne peut pas construire une loi, on ne peut pas élaborer une constitution dans un vide factuel. Donc, la Constitution de 1987 était venue pour résoudre un problème de la toute-puissance du pouvoir présidentiel en Haïti, et c'est la raison pour laquelle il a multiplié des freins et des contre-pouvoirs. Donc, ce qu'il a fait, ce que la Constitution de 1987 a fait, c'est qu'il a diminué la force du présidentialisme donc, pour la substituer par celle de l'état de droit. Et ce passage n'est pas compris dans la Constitution de 1987. Mais ce que vous devez savoir, quand on dit la Constitution, il y a un déséquilibre qui est créé entre les pouvoirs et ce qui rend difficile la gouvernance du pays. Il n'y a pas un déséquilibre qui est créé dans la Constitution de 1987. Nous avons un exécutif bicéphale. Il y a un président de la République qui est le chef de l'État et il y a un premier ministre qui mène l'action gouvernementale. Il y a certains qui disent que le président de la République n'a pas de pouvoir ou bien toutes les dents du président de la République ont été arrachées à travers la Constitution de 1987. C'est faux parce qu'en fait, s'il y a un personnage dans l'État qui est mieux placé pour influencer l'État, c'est bien le président de la République. Donc, le président de la République a des pouvoirs, a des réels pouvoirs, des pouvoirs importants dans la Constitution de 1987. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment les exercer. Et c'est la raison pour laquelle que je vous dis que les acteurs politiques ne comprennent pas la Constitution de 1987. Écoutez, voyons donc. Même en cas de cohabitation politique, les professeurs Julien sait ce que s'appelle la cohabitation politique en France. Même en cas de cohabitation politique, c'est le président qui nomme le premier ministre et il forme le cabinet ministériel de concert avec son premier ministre. Mais en Haïti, c'est le président qui nomme le commandant-chef des forces armées d'Haïti. C'est le président de la République qui nomme le commandant en chef de la police nationale, c'est le président de la République qui nomme les directeurs généraux des ministères, c'est le président de la République qui nomme les directeurs généraux des services déconcentrés, par exemple l'ONA ou FATMA, c'est encore le président de la République. C'est le président de la République qui nomme les délégués départementaux et c'est le président de la République encore qui nomme les vice-délégués. Donc, en sorte que le président de la République est un personnage central de l'État, mais la raison pour laquelle, c'est que plusieurs de nos présidents ne savent pas que leur rôle premier, c'est de faire
avancer, c'est de protéger les constitutions. C'est de protéger la Constitution, non seulement de protéger la Constitution, c'est de faire marcher les institutions républicaines. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit que toutes les institutions ont été anéanties donc, par le président de la République. Et c'est parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il ne connaît pas son rôle de chef de l'État, qu'il est là pour animer la vie démocratique de ce pays. C'est un arbitre, il est là pour faire fonctionner les institutions de la République. Mais écoutez, on dit que le président de la République n'a pas le pouvoir parce qu'il n'a pas le pouvoir parce que tout simplement, on se réfère à la France pour dire que, ah oui, mais le président de la République peut, le Parlement peut congédier le gouvernement, il peut renvoyer le gouvernement et l'équilibre n'est pas rétabli par le fait que le président ne dispose pas du droit de dissolution. Pour moi-même, la question du droit de dissolution, c'est une question qui est en dehors de la frontière de l'état de droit parce qu'en fait, en Haïti, suivant l'article 58 de la Constitution, donc les présidents de la République, au même titre que le Parlement, sont des propositeurs de la souveraineté nationale. Donc, on ne peut pas donner au président de la République les droits de dissolution en Haïti. Parce qu'en fait, l'État en Haïti, ce sont les trois pouvoirs. Donc, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Peut-être un modèle copié sur la Constitution américaine, mais contrairement en France, donc, la justice n'est pas un pouvoir, mais une autorité juridictionnelle. Donc, écoutez, et ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même démarche. Et c'est la raison pour laquelle que je dis, donc, et les argumentations sont erronées, l'argumentaire est erroné, à savoir qu'il y a un déséquilibre qui crée en faveur du pouvoir exécutif ou bien le régime politique haïtien est irrationnel par le fait que le président de la République ne dispose pas du droit de dissolution. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il n'y a pas un régime parlementaire dans le monde. Il y en a plusieurs régimes parlementaires. Il y a un régime parlementaire au Canada, un régime parlementaire aux États-Unis, en Italie. Il n'y a pas un régime parlementaire, il y a des régimes parlementaires et chaque régime parlementaire est inspiré par des données sociologiques, historiques et politiques. Merci, Maître Sonnet Saint-Louis, qui a été très abondant sur cette réponse. Justement, on ne voulait pas qu'il y ait de déséquilibre au niveau du débat. Julien Boudon, on a compris donc que les acteurs ne comprenaient pas la Constitution, mais est-ce qu'elle reste quand même une Constitution capable, de répondre aux défis contemporains, et je pense que je vais glisser sur la prochaine question avec vous aussi. Un texte qui n'a pas réussi à être appliqué, est-ce que c'est un bon texte? Tout d'abord, il faut rappeler les circonstances de la naissance de la Constitution de 1987. Nous sommes dans l'après-Duvalier, la période est extrêmement troublée. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression, avec un regard extérieur, que nous sommes tombés en Haïti d'un excès à l'autre. J'ai enseigné pendant longtemps à mes étudiants que la France était le laboratoire constitutionnel le plus riche au monde. Et en réalité, il y a un laboratoire constitutionnel encore plus riche que la France, c'est Haïti. Haïti qui a connu une vingtaine de constitutions en 2 siècles, là où la France en connaissait 13 ou 14. Et à chaque fois, l'espèce humaine étant ainsi faite, on n'arrive jamais à trouver, me semble-t-il, que ce soit en France, en Haïti ou ailleurs, le juste milieu. Et on tombe toujours d'un excès dans l'autre. Et comme l'a dit le professeur Saint-Louis, on a voulu réagir contre les excès de la période précédente, c'est-à-dire la période Duvalier, évidemment. Donc, on a voulu rogner les ailes du président de la République, mettre en avant le Parlement. Alors ici, je plaide un peu coupable en tant que Français, puisqu'il a été dit, écrit beaucoup, que la Constitution de 1987 était très inspirée de la Constitution française de 1958. Ce n'est pas la meilleure idée qu'auraient pu avoir les Haïtiens en réalité, car la Constitution de 1958 est une Constitution qu'on peut critiquer très allègrement, et surtout, c'est une Constitution qui a connu de notables évolutions à partir de 1962 et de 1965, puis ensuite au début du 21e siècle. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, je vous rassure. Ce qu'on note, c'est que dans cette Constitution de 1987, il y a des déséquilibres. Peut-être c'est un point sur lequel nous serons en désaccord. Il y a des déséquilibres, et par exemple, s'agissant de la justice et de la promotion de l'état de droit, indéniablement, il manque tellement une cour constitutionnelle ou un conseil constitutionnel qu'on a eu l'idée de le créer en 2011 sans parvenir jamais à le mettre en place. De la même façon, il est évident que dans ce mouvement de bascule et de retour fait en 1987, on a
retirer beaucoup de ses compétences au président élu tout en le laissant élu au suffrage universel direct. Et il y a quelque chose d'ici d'un peu troublant, c'est qu'on a un président qui est élu par l'ensemble des électeurs, comme c'est le cas en France, et qui n'a pas du tout les compétences ni du président français, ni des présidents américains, pour prendre un autre exemple de président élu au suffrage universel, même si aux États-Unis, ce suffrage universel est souvent dit indirect, puisqu'on recourt aux grands électeurs. Nous l'avons vu cette année. Donc, je ne parlerai pas tellement du droit de dissolution, qui pour moi, finalement, est presque annexe, parce que ça dépend, on engage déjà la nature du régime politique. Le droit de dissolution existe en France, il n'existe pas partout en Europe, loin de là. Il n'existe pas aux États-Unis parce que ce n'est pas un régime parlementaire. C'est bien un régime dit présidentiel, même si on peut critiquer la formule. Mais en tout cas, on peut dire des États-Unis que ce n'est pas un régime parlementaire. Ça, c'est une certitude. Je ne sais pas toujours ce que c'est, le régime américain, mais en tout cas, ce n'est pas un régime parlementaire. Et donc, j'en profite pour glisser, puisque vous m'y invitez, M. Figaro, à votre seconde question, c'est-à-dire une constitution qui est inappliquée est-elle une bonne constitution? Évidemment que non. L'inefficacité, ici, est absolument condamnable. Il faut que le texte soit scrupuleusement respecté et on ne doit pas avoir à trier entre les dispositions qui nous plaisent et celles qui nous déplaisent. Et ici, je n'aurais pas du tout la prétention ni la connaissance de désigner quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour désigner des coupables et des mains innocentes. Ce n'est pas du tout l'objet de mon intervention. Mais je constate que des pans entiers de la Constitution sont restés inappliqués. Et là, en matière juridique, la première qualité qu'on prête à un système juridique, c'est l'efficacité du système juridique. Il faut que les règles de droit soient respectées. Dès lors qu'un certain nombre de règles de droit ne sont pas respectées, ça signifie qu'il y a un problème. Encore une fois, je ne me prononce pas sur les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas mon métier. Je le constate en tant qu'observateur extérieur. Et de ce point de vue-là, peut-être, faut-il, comme disaient les Américains, un fresh start, un nouveau départ, pour mettre fin à une expérience qui a été douloureuse pour Haïti depuis 1987, avec cette instabilité politique extrêmement chronique et qui a été catastrophique pour un pays qui a été ravagé par les cataclysmes, qui a été ravagé par la pauvreté, par l'insécurité publique. Alors peut-être que ce texte de 1987 avait des allures tout à fait par rapport à la période du Valier de modernité, mais que vous voulez faire avec une constitution qui a quelques allures de modernité, mais qui n'a pas été en partie appliquée? Évidemment, la lettre ici devient morte, insuffisante, et il faut sans doute la remplacer. Alors, Maître Sonnet Saint-Louis, professeur Julien Boudon, on entend différentes positions ces jours-ci. Pour les uns, même si un changement de constitution est souhaitable, il ne peut pas se faire dans le contexte actuel. Pour les autres, c'est précisément le contexte de crise qui ouvre les portes aux réflexions sur un changement de texte constitutionnel. Alors, d'un point de vue théorique, quand est-ce qu'une constitution doit changer? Pourquoi les constitutions changent et Haïti pourrait-elle bénéficier d'un changement de constitution, Maître Sonnet Saint-Louis? Justement, je dis que le changement est nécessaire. Donc il faut adapter parce que le monde évolue, la société évolue. Il y a des mutations qui sont produites dans la société et c'est la raison pour laquelle à chaque période, à chaque étape de l'évolution, il faut voir qu'est-ce qu'il faut changer et ce qu'il faut adopter. Le changement est nécessaire. Mais je dis tout simplement, mais ceux qui veulent changer, moi je suis pour la stabilité, je n'ai pas à montrer pourquoi je suis pour la stabilité, mais ceux qui veulent changer doivent venir avec la justification. Pourquoi un tas de choses donc méritent d'être changées. Donc il me semble que ceux qui veulent changer la Constitution de 1987 ne sont pas venus avec des preuves justificatives donc, pour expliquer ce changement. Parce qu'en fait, pour moi, c'est quand même un petit peu farfelu. Donc, je reconnais qu'il y a un certain nombre de problèmes dans la Constitution de 1987, puisque une Constitution n'est pas une œuvre littéraire qui répond au style poli. C'est d'abord une œuvre technique. C'est d'abord technique et juridique, donc et politique. Et sur ce point-là, il y a des failles dans la Constitution de 1987 et qui méritent d'être corrigées. On avait parlé tout à l'heure du Conseil constitutionnel qui n'a jamais été mis en place en Haïti. C'est le fruit de l'amendement de René Préval. Donc, les deux gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État haïtien n'ont pas jugé bon de mettre en place le Conseil constitutionnel. Mais là encore, il y a une question théorique et conceptuelle à poser. Moi, je me pose la question en tant que professeur de droit constitutionnel,
quelle est la place d'un conseil constitutionnel à côté d'un pouvoir judiciaire indépendant en Haïti? Et cette question-là doit être résolue parce que pour ma part, je pense que, parce qu'en France, qui s'est doté d'un conseil constitutionnel, donc la justice n'est pas un pouvoir. Chez nous, en Haïti, la justice est un pouvoir. Mais la question qu'on doit résoudre de manière scientifique, qu'est-ce qui fait que la justice est un pouvoir? Donc la justice est un pouvoir en Haïti, c'est parce que d'abord, elle a une proximité avec les suffrages universels, parce que les juges, comme prévoit la Constitution de 1987, et à tous les niveaux du système et du palier, doivent être choisis. D'ailleurs, c'est une élection du second degré, parce que les juges des tribunaux des pairs doivent être choisis par les assemblées, doivent être choisis sur une liste et proposés par les assemblées communales, les juges de première instance et ceux des cours d'appel doivent être donc le sont sur une liste et choisis par les assemblées départementales et les juges de la Cour de cassation eux-mêmes sur une liste choisie par le Sénat de la République. Donc à ce moment-là, c'est une sorte d'élection du second degré, c'est des manières à donner une certaine proximité et légitimité à la justice, donc au même titre que les deux autres pouvoirs légitimes de la démocratie. C'est la raison pour laquelle je me pose la question, et qu'est-ce qui fait que la justice est un pouvoir indépendant et quelle est la place, quel est le bien fondé d'un conseil constitutionnel à côté d'un pouvoir judiciaire indépendant? Parce qu'en France, la justice, c'est une autorité. Aux États-Unis, c'est un pouvoir indépendant. Canada, c'est un pouvoir indépendant, mais aux États-Unis, il n'y a pas de conseil constitutionnel. Donc, c'est la Cour suprême des États-Unis qui joue le rôle de constitutionnalité, au même titre qu'aux États-Unis. Et je pense que ce modèle a été choisi. Donc, sur le modèle américain, pour moi, le conseil constitutionnel dans le contexte haïtien n'est pas pertinent, dans la mesure où il y a un pouvoir judiciaire ici en Haïti, et c'est la Cour de cassation qui, à mon avis, doit assurer la gouvernance du pouvoir judiciaire et dans le temps et jusqu'avant les amendements de 2011, c'est la Cour de cassation qui joue le rôle de constitutionnalité. Mais on va encore plus. La Cour de cassation n'a pas seulement un rôle en tant qu'instance qui assure la suprématie de la règle de droit en Haïti. Donc la Cour de cassation a aussi un autre rôle, c'est celui de sauvegarder la démocratie et de l'état de droit, parce que les constitutions modernes ont assigné un rôle important au pouvoir. Ce n'est pas le président de la République qui est là seulement pour s'assurer que la Constitution est respectée. Au terme de l'article 21 de notre charte fondamentale, donc on reconnaît le rôle de sauvegarde aux trois grands pouvoirs de l'État, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est une constitution moderne, c'est une constitution avancée, nonobstant, donc il y a quelques imperfections qui méritent d'être corrigées. Donc la constitution doit être ouverte à ce sens pour qu'on puisse produire les changements qui sont nécessaires. Merci, M. Sonesson. Oui, il faut qu'on avance avec le débat. Julien Boudon, constitution flexible et constitution rigide. La constitution de 1987 est une constitution rigide. Les démarches pour une modification dépendent de la procédure complexe établie dans les articles 282, 283 et 284. Alors, sur ce point, plusieurs questions. Doit-on faire une interprétation mot par mot de l'article 284-3 où il existe la possibilité d'être flexible dans l'interprétation? Julien Boudon. Tout d'abord, un mot à propos de la question précédente pour vous dire que pourquoi on change de constitution, soit parce qu'on rompt avec le régime politique précédent, soit parce qu'on considère qu'il faut changer radicalement le modèle tout en restant dans un cadre à peu près inchangé. Par exemple, en France, on passe de la Constitution de la 4e République à la Constitution de la 5e République en 1958. En Suisse, on adopte en 1999 une toute nouvelle constitution parce qu'on considère que l'ancienne n'est plus adaptée au temps qui passe. Et donc, on considère qu'il ne suffit pas de l'amender, mais qu'il faut la réviser totalement. Ça, c'est pour poser les bases du problème. Alors, nous n'avons pas le temps, c'est une discussion qu'on pourrait avoir sur la question de autorité versus pouvoir judiciaire, mais je passe.
pour en venir à la question que vous me posez. La question tout à fait cruciale, c'est de savoir si la Constitution de 1987 est viable ou pas, est-ce qu'elle doit être maintenue ou pas. Alors, je vous remercie infiniment de m'avoir invité avec le professeur Saint-Louis, parce que tout à l'heure, je disais que j'avais cru comprendre que la doctrine comme la classe politique était unanime pour condamner la Constitution de 1987. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui est favorable à la Constitution de 1987 et je dois dire, c'est la première fois que j'en rencontre un, donc j'en suis très heureux parce que c'est ça qui permet d'alimenter le débat. Cette Constitution de 1987, on a tenté de l'amender, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il faut un déclic psychologique? Seuls les Haïtiens sont capables de le dire. Et ici, nous revenons sur un des principes cardinaux dont parlait le professeur tout à l'heure. Un des principes cardinaux, c'est-à-dire que nous sommes ici dans une démocratie. Nous sommes dans une démocratie. La Constitution de 1987 proclame la souveraineté du peuple haïtien. La question est donc, puisque nous sommes dans une situation de blocage, avec un Parlement dit dysfonctionnel, qui n'est pas en mesure de remplir sa mission constitutionnelle, ses missions constitutionnelles, et notamment celle de réviser la Constitution selon les dispositions pertinentes de la Constitution, est-ce qu'il ne faut pas tenter de sortir par le haut d'une impasse? Voilà. Et je vous le dis très nettement, d'une impasse, parce qu'il n'y a aucune solution prête à l'emploi pour adopter une nouvelle Constitution, si c'est le souhait de la majorité des Haïtiens. Il n'y a aucune solution à part en passer par un référendum constituant. Vous me posez la question de savoir le respect des dispositions constitutionnelles. Je vous répondrai, et je suis trop juriste pour dire le contraire, est-ce que la Constitution de 1987 permet le référendum constituant tel qu'envisagé par le pouvoir en place? Non, non. Est-ce qu'en 1962, lorsque le général de Gaulle va modifier la Constitution de 1958 en utilisant l'article 11, pardon, c'est un débat un peu technique, et non pas l'article 89 de la Constitution, est-ce qu'il était dans les clous constitutionnels? La réponse est non. Et je vous renvoie ici à une conférence de presse célébrissime du général de Gaulle du 20 septembre 1962, où le général de Gaulle explique, pardon, mais nous sommes une démocratie, nous sommes une république. Et dans une démocratie, dans une république, le peuple doit trancher en dernier ressort, car lui seul est souverain, surtout quand le pays est dans l'impasse. Voilà la réponse, je crois, la plus honnête, et encore une fois, avec toutes les précautions d'usage de quelqu'un qui n'est pas haïtien. Maître Saint-Louis, une constitution qui ne peut pas être changée directement par les citoyens, n'est-elle pas en quelque sorte un peu antidémocratique? Absolument pas, parce que c'est une constitution, on choisit la formule rigide et d'autres choisissent la formule est considérée beaucoup plus souple. En ce qui concerne la constitution de 1987, on choisit la formule rigide et cela est inspiré par des données historiques et politiques. Donc, on ne permet pas aujourd'hui à un président de changer la constitution de n'importe quel moyen. Vous savez, on a eu 22 constitutions. Il fut un temps, il y a une constitution qui avait même duré 8 mois en Haïti. On ne veut pas changer les constitutions comme on change les chemises. Et c'est la raison pour laquelle on a mis un verrou. Hein? Un verrou. Mais il faut savoir que dans la constitution de 1987, on avait fait choix de la souveraineté nationale. Donc, ce n'est pas la souveraineté populaire, comme l'a théorisé Jean-Jacques Rousseau. Donc, nous sommes dans la perspective de Montesquieu et de Don Locke. Nous sommes dans le cadre d'une démocratie représentative. Donc, écoutez, il y a une histoire du constitutionnalisme haïtien. Il y a une manière de rédiger les constitutions haïtiennes et de les faire adopter. Donc, vous vous rappelez que la Constitution de 1987, il y avait une assemblée constituante donc, qui avait élaboré cette Constitution. Donc, vous vous rappelez, c'était le régime militaire dirigé par le général Henri d'Amphi. Mais le régime militaire a eu la décence d'associer à son initiative la proximité populaire. Et c'est la raison pour laquelle certains constituants ont été choisis par le peuple. Et d'autres ont été choisis par le gouvernement et militaire, parce qu'en fait, de manière à avoir des gens qui ont beaucoup plus de regards, pour dire des experts qui ont été choisis par
par les régimes militaires. Donc, à ce moment-là, ce texte a été élaboré par l'Assemblée constituante, bien que le peuple ne fût pas les rédacteurs de cette constitution, mais il en a été l'auteur. Parce que les gens ont été désignés par le peuple pour rédiger une constitution en son nom. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé au peuple, est-ce que l'œuvre a été bonne? Est-ce que l'œuvre a été excellente? Donc, ce n'est pas un référendum qu'on avait organisé le 29 mars 1987, c'était quand même un vote d'approbation pour demander au peuple, est-ce que l'œuvre que vous nous avez confiée donc, a été bien faite? Et à ce moment-là, donc, le peuple a sanctionné donc, le travail de l'Assemblée constituante. Et c'est la raison pour laquelle je dis, donc la Constitution de 1987, le peuple n'a pas été le rédacteur de la Constitution, mais il en était l'auteur parce qu'en fait, il a délégué des gens pour rédiger cette Constitution donc en son nom. Donc, le processus, non seulement était inclusif, participatif, mais le processus était démocratique. Mais le peuple, en adoptant cette Constitution, s'est engagé aussi à respecter cette Constitution parce que l'article 52 de cette Constitution dit le premier devoir du citoyen, c'est de respecter la Constitution. Donc, le peuple est l'auteur de la Constitution, mais il s'engage aussi à la respecter, y compris la procédure d'amendement tracée par la Constitution de 1987. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que toute intervention de l'exécutif en dehors des articles 282 et suivants, c'est-à-dire jusqu'à 284, est inconstitutionnelle et irrégulière. Donc, c'est Mireille Delma-Marty, qui est professeure du Collège de France, qui disait que la procédure d'amendement d'une constitution, c'est sa sécurité juridique. Vous savez, toute constitution se donne une sécurité juridique. Donc, si le président peut se permettre aujourd'hui de mettre la constitution de côté, cette constitution sur laquelle il avait prêté serment, il avait juré de respecter et de faire respecter, mais qui nous dit que le prochain président, si son initiative réussit, si sa démarche de changer la Constitution de 1987 réussit, mais qui va nous assurer, au lendemain du 7 février, le président élu ne va pas décider, ne décidera pas de mettre de côté la Constitution sur laquelle donc, il était arrivé au pouvoir. Donc, justement, à ce moment-là, on va se trouver dans une situation d'imprévisibilité juridique qui est synonyme de carreau, et c'est la raison pour laquelle on dit il faut respecter la procédure tracée par la Constitution de 1987. Par rapport à la situation des blocages que le professeur Julien parle aujourd'hui, mais il fut un temps que le président de la République avait la majorité dans les deux chambres, au Sénat de la République et à la Chambre des députés. Et il y avait une commission qui avait travaillé sur la Constitution de 1987, la commission présidée par le député Thierry Dieu. Mais le président de la République a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour boycotter la commission, pour ne pas opérer les changements souhaités dans la Constitution de 1987. Donc, ça date de 35 ans. On aurait pu avoir aujourd'hui une œuvre, un texte constitutionnel beaucoup plus acceptable. C'est parce que, ce n'est pas un souci pour les élites politiques haïtiennes, parce que de toute façon, ils les respectent, comme je vous le dis tout à l'heure. Donc, les élites politiques haïtiennes, les élites en général en Haïti, ne respectent pas la loi. Donc, respecter la loi en Haïti, c'est un risque. Donc, ils ne vont pas respecter la loi. Et c'est la raison pour laquelle ça n'a pas été une priorité pour le gouvernement de Jovenel Moïse. Et je vous ai dit, et lorsqu'on a tenté pour la première fois et de produire des amendements à la Constitution de 1987, et qu'est-ce que René Préval a fait? C'est renforcer le pouvoir du président. Donc, c'est éliminer totalement la participation du peuple dans les décisions qui concernent l'avenir de leur communauté. Donc, quand on parle de constitution en Haïti, on parle d'abord de lutte de classe et de lutte de pouvoir. Ce sont des groupes qui cherchent donc à renforcer leurs intérêts personnels. Ce sont des groupes qui cherchent à s'accaparer de l'État. Donc, ce n'est pas en France quand on cherche à amender une constitution, à réviser. Donc, on recherche l'esprit français. Qu'est-ce qui est mieux adapté à l'esprit français? Qu'est-ce qui est mieux adapté à l'esprit américain? Est-ce que c'est une nécessité
pour produire des amendements ou des faire révision, il y a des groupes en Haïti qui veulent s'accaparer du pouvoir parce que le pouvoir en Haïti constitue le seul canal de réussite et tout le monde s'abat sur l'État. Et pour le faire, donc, il faut se donner encore des lois donc, qui le permettent de rester au pouvoir au plus longtemps et dans le but de procurer le privilège qui procure l'État. Ok, juste avant qu'on passe aux questions du public, ma dernière question, Maître Saint-Louis, Julien Boudon également. Quel que soit le projet de constitution que les Haïtiens et les Haïtiennes envisagent d'entreprendre, quelles sont les bases en matière de droit et de fonctionnement de l'État qu'une constitution moderne doit compter dans son corpus d'articles? Julien Boudon. Un mot quand même sur le débat précédent, parce que vous avez posé la question fondamentale qui est celle de savoir dans quelle mesure un peuple souverain peut-il se lier les mains. Question classique et pourtant question redoutable. Dans quelle mesure le peuple souverain peut-il se lier les mains à l'avenir? C'est ce qu'on trouve dans une clause de révision de la Constitution. Il y a certaines procédures, certaines formes qui doivent être respectées. Simplement, lorsque la situation politique est chaotique, pour reprendre le mot qui a été employé tout à l'heure, lorsque la Constitution elle-même n'est plus appliquée dans des pans entiers, lorsque le Parlement ne siège même plus, donc ne peut pas réviser la Constitution, le problème qui se pose, c'est ne faut-il pas considérer, avec Cicéron, c'est une formule célèbre, que le salut du peuple est la loi suprême. Et ce peuple qu'on proclame souverain, n'a-t-il pas son mot à dire directement, par référendum, de la façon la plus démocratique qui soit, pour sortir justement de cette impasse et de ce chaos? J'observe que la Constitution de 1987 n'avait aucune base constitutionnelle, puisqu'on sortait de la dictature de Duvalier. De la même façon que beaucoup d'autres constitutions n'avaient aucune base légale, mais simplement le peuple souverain a usé de son droit souverain, pour reprendre les termes du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Autrement dit, tant que ce n'est pas le président de la République, le Parlement, tel ministre, tel Premier ministre qui modifie de façon dictatoriale la Constitution, mais que c'est bien le peuple souverain qui s'exprime selon des règles honnêtes et transparentes, validées par la communauté internationale, validées par un CEP efficient, alors à ce moment-là, je ne vois pas comment on pourrait ne pas réfléchir à cette hypothèse, parmi d'autres, mais en tout cas avec beaucoup de sérieux. Alors maintenant, je réponds à votre deuxième question, c'est qu'est-ce qu'elle doit contenir? Est-ce qu'elle doit contenir? Évidemment, elle doit répondre aux standards internationaux en matière de droit constitutionnel, tout en les adaptant à la réalité haïtienne. De ce point de vue-là, le comité consultatif indépendant a remis un premier projet au début du mois de février. Il a remis un deuxième avant-projet vers la mi-mai, si je me souviens bien, autour du 20 mai, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce texte? Discutons du fond. Voilà. Je suis très frappé en ce moment en lisant beaucoup la presse haïtienne, en écoutant beaucoup Radio Métropole, cela va sans dire. Je suis très frappé par le fait qu'on ne discute jamais du fond. On discute des procédures, on discute de ce qu'il faudrait faire, on discute de ce qui n'a pas été fait, on est nostalgique, on regrette, on condamne, mais on n'a jamais, en ce moment en Haïti, discuté du fond de l'avant-projet proposé par le comité consultatif indépendant, composé de 5 personnalités qui me semblent tout à fait d'envergure. Je parle ici avec beaucoup de précautions. Alors, ce qu'on trouve dans cette deuxième version du projet élaboré par le CCI, je vous le dis ici avec beaucoup d'assurance, correspond pleinement aux standards internationaux attendus en matière de droit constitutionnel. On a des droits et libertés. On a des pouvoirs, 3, qui dialoguent, qui collaborent, qui s'équilibrent. On a des collectivités territoriales. On a des instances qui vérifient la régularité des élections, tant dans leur organisation que dans leur contentieux. On a un mode de révision constitutionnelle. Autrement dit, ici, je le dis sans aucune ambiguïté, le projet de constitution élaboré par le CCI est en tout point conforme sur le fond avec ce qu'on observe par ailleurs, y compris dans les pays d'Amérique du Sud actuellement.
Merci Julien Boudon, merci professeur Sonel Saint-Louis. Les questions du public sont très importantes pour nous. L'une des questions qui nous parvient, c'est la suivante. La Constitution de 1987 n'a-t-elle pas donné trop de pouvoir au Parlement au lieu d'équilibrer les pouvoirs publics? Sonel Saint-Louis. Je ne crois pas. C'est une mauvaise lecture de la Constitution de 1987, mais je vous dis que tout de suite, et c'est une mauvaise incompréhension. La Constitution de 1987 est victime d'une incompréhension totale. Parce que je l'ai souligné tout à l'heure pour vous dire que les acteurs politiques haïtiens ne maîtrisent pas la Constitution de 1987. Mais je vais souligner une chose beaucoup plus importante. Parce qu'en fait, quand on parle de Constitution, on parle de toute façon de droit constitutionnel. Vous savez que le droit constitutionnel n'a jamais été enseigné dans les facultés de droit en Haïti. Parce qu'en fait, le droit constitutionnel, à un certain moment, ce n'est pas qu'elle n'a jamais été enseigné. Il y avait eu toujours des professeurs de droit constitutionnel. Mais ce n'est pas une matière qui a été très bien enseignée, je veux dire, dans les facultés de droit en Haïti. Parce qu'il fut un temps que le droit constitutionnel a été considéré comme un infradroit, comme un sous-droit, ou du moins un droit subversif. Et c'est la raison pour laquelle que ce droit n'a pas été enseigné. Et vous allez voir que peu de gens en Haïti maîtrisent le droit constitutionnel. Ça veut dire, même aussi les juges qui siègent à la Cour suprême, à la Cour de cassation, et dont le rôle est d'assurer la suprématie de la Constitution et de la règle de droit, ne connaissent pas la Constitution, ont des lacunes sérieuses en matière de droit constitutionnel. Vous dites, et c'est la raison pour laquelle que les élites politiques haïtiennes et les élites intellectuelles en particulier donc, ne maîtrisent pas la Constitution de 1987. Autre chose que j'ai souligné, c'est qu'en Haïti, il y a un problème de théorisation et de conceptualisation. Ils disent n'importe quoi, et c'est la raison pour laquelle, quand on voit le système juridique haïtien, c'est totalement confus. Donc, on est en train de copier par-ci, là, toutes sortes de choses. Alors que la Cour de cassation, qui est là pour assurer la cohérence du système juridique national, donc ne fait pas son travail. Donc, c'est comme si on est juste dans une situation de fraude académique. On copie tout. On copie tout et sans savoir quelles sont les philosophies qui sous-tendent, qui sont à la base et des principes qui sont évoqués. Et lorsqu'on met le droit haïtien au contact du global, c'est-à-dire lorsqu'on regarde les grands principes qui sont développés au niveau international. Donc, on voit que le système juridique national est totalement en retard. Donc, pour revenir à la question du droit constitutionnel, donc, je vous dis que le Parlement, c'est vrai, le Parlement a des pouvoirs. Donc, dans la Constitution de 1987, le Parlement a trois fonctions importantes. D'abord, c'est la fonction d'élaboration des lois. Dans toutes les constitutions du monde, c'est le Parlement qui fait les lois. Mais en Haïti, et à l'article de la Constitution de 1987, lorsqu'on regarde à l'article 111, il dit que le Parlement fait des lois sur toutes les affaires d'intérêt public. Alors, en France, il y a des domaines réglementaires, il y a des domaines législatifs. Mais en Haïti, c'est une sorte de légicentrisme, c'est-à-dire, donc c'est le Parlement à lui seul qui détient le monopole normatif de manière exclusive. Donc, c'est le Parlement qui fait les lois sur toutes les affaires d'intérêt public. Mais ça aussi, ça pose un problème, ça peut encombrer le travail du Parlement. Il fallait voir dans une constitution quels sont les domaines qu'on peut réserver aux législatifs et les domaines qu'on peut réglementer. Parce qu'en fait, pour régler la circulation, on n'a pas besoin d'une loi, un règlement, tout ça, un décret peut régler la question de la circulation. Il y a des problèmes sérieux à toucher. Donc, il y a un autre rôle important du Parlement, c'est la fonction de contrôle. Parce que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Donc, la plus grande institution de contrôle en Haïti, c'est le Parlement. Après la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, parce que les cabinets ministériels, donc par le processus, par la procédure de nomination du Premier ministre, donc il y a un lien qui est établi entre le gouvernement et le Parlement. Au terme de l'article 158, donc le Parlement est responsable devant le Parlement parce que c'est le Parlement qui donne encore le budget au gouvernement pour implémenter les activités du gouvernemental, mais c'est le Parlement qui accorde des charges donc, aux membres du gouvernement. Donc, la décharge fait partie de la mission de contrôle du Parlement. Donc, le Parlement a une fonction de contrôle. Donc, d'abord, le contrôle sur les budgets,
Mais le Parlement a aussi le contrôle sur les activités du gouvernement parce qu'il dispose le droit d'interpeller l'ensemble du gouvernement ou un ministre. Donc les contrôles s'exercent de deux façons. Mais aussi, il y a un autre pouvoir du Parlement, c'est le pouvoir juridictionnel. Par exemple, s'il y a un ministre, le Premier ministre ou bien les membres de la Cour de cassation qui sont coupables des crimes de haute trahison, la Chambre des députés peut prononcer la mise en accusation de ces hauts fonctionnaires de l'État et le Sénat s'érige en haute cour de justice. Donc, trois fonctions fondamentales du Parlement. C'est la même chose aux États-Unis. Donc, il y a des gens qui savent que dans les régimes présidentiels, il n'y a pas de contrôle, mais c'est faux. On pense que c'est seulement dans les régimes parlementaires qu'on a le contrôle. Aux États-Unis, c'est un régime de contrôle. Le Congrès aux États-Unis est très puissant parce que tous les hauts fonctionnaires aux États-Unis, c'est-à-dire les secrétaires d'État qui équivaut au rôle de ministre en Haïti. Mais pour être en fonction, donc doit recevoir l'approbation du Congrès des États-Unis. Les ambassadeurs aux États-Unis sont ratifiés par les congrès américains. Donc, il y a un contrôle. Donc, chaque régime a sa façon de réduire l'arbitraire du pouvoir exécutif. Chaque régime a sa façon de faire son contrôle. Il y a des gens qui pensent, puisqu'on a le régime parlementaire, c'est un régime de la séparation rigide des pouvoirs, il n'y a pas de contrôle. C'est ça qu'on pense. Non, il y a de contrôle dans les régimes présidentiels au même titre qu'il y a un contrôle dans les régimes parlementaires, mais les contrôles s'exercent de différentes manières. Mais je dis pour conclure, allez-y, très rapidement. S'il y a, sur cette question bien précise, s'il y a un personnage qui est capable d'influencer l'État et la société en Haïti, c'est bien le président de la République. Encore une fois, le président de la République élu sous l'égide de la Constitution de 1987 a des réels pouvoirs, a même trop de pouvoirs. Mais ce qui est difficile, c'est qu'ils ne savent pas comment les exercer. Et c'est la raison pour laquelle que je dis, les acteurs politiques haïtiens ne maîtrisent pas le système politique dans lequel nous évoluons. Ils ne connaissent pas la Constitution de 1987. Et c'est le grand problème. Comment, comme disait Spinoza, comment changer quelque chose qu'on ne comprend pas? Julien Boudon, votre réaction? Comme on le disait tout à l'heure, en 1987, il y a eu une réaction inverse à ce qu'on avait connu pendant la période de Jean-Claude Duvalier. Et il est évident, je suis heureux de l'entendre dire dans la bouche du professeur Saint-Louis, le fait que le Parlement s'occupe de tous les objets d'intérêt public dans la période contemporaine. Regardez, ne serait-ce que pour faire face à une épidémie mondiale comme le Covid-19, il est évident que le Parlement n'est pas le meilleur acteur pour répondre à des situations d'urgence comme ça. Et je suis très intéressé par ce qu'il vient de dire sur la nécessité de déterminer un domaine réglementaire qui appartiendrait à l'exécutif à côté d'un domaine législatif qui serait l'apanage du Parlement. Donc oui, je crois que votre auditeur a raison. Il y a eu un excès bien compréhensible, bien logique en 1987 en faveur du Parlement. J'ajoute une seule chose pour ne pas occuper trop de temps, quelque chose qui me trouble beaucoup dans le propos de mon collègue, puisqu'il est venu à deux reprises, c'est le rôle réservé à la Cour de cassation. Et là, je crois qu'il faut quand même s'entendre. Peu importe les mots autorité et pouvoir, je crois qu'au bout du compte, ce sont un peu de détails. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est donner à la justice les moyens de son indépendance, donc l'inamovibilité, par exemple. En revanche, ce qui me frappe beaucoup quand je contemple la situation politique en Haïti depuis 1987, c'est que je trouve la Cour de cassation infiniment trop politisée. Les juges doivent faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire trancher les litiges entre les particuliers et la puissance publique, mais je trouve que les juges en Haïti ont une volonté d'investir l'arène politique qui n'est pas bonne. Et sans doute, je donne un exemple pour illustrer cela, la disposition selon laquelle en cas de disparition du président de la République, en cas de démission du président de la République, c'est le président de la Cour de cassation qui exerce la fonction présidentielle. Ce n'est sans doute pas une bonne mesure. On confond deux mondes qui ne doivent pas se mélanger, c'est-à-dire le monde politique d'une part et le monde judiciaire. Chacun a sa dignité,
Mais les juges ne sont pas des hommes politiques. Ils n'ont pas été élus pour ce faire. Ils ont d'autres missions très importantes et très sacrées à accomplir, mais surtout qu'on n'aille pas contaminer en quelque sorte le monde judiciaire par le monde politique. C'est quelque chose sur lequel je voulais revenir parce que ça me semble vraiment très, 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 très important sur la question posée par votre auditeur et le développement de mon confrère. Merci, professeur Julien Boudon. Merci, maître Sonnet Saint-Louis, de votre disponibilité pour ce second débat. On voulait encore parler Constitution aujourd'hui. Je referme avec vos propos. D'abord, celui de Sonnet Saint-Louis, maître Sonnet Saint-Louis, qui dit qu'une bonne Constitution est une Constitution capable de garantir les droits fondamentaux. Les principes de bonne gouvernance doivent y figurer. Et vous, Julien Boudon, vous dites qu'une bonne constitution est celle qui convient à un peuple donné, à son histoire, à sa géographie et ses mœurs et coutumes. Et je pense que ce débat se referme sur une citation de Cicéron, « Le salut du peuple est la loi suprême ». Merci, bonne soirée. Merci. Ça a été un plaisir de connaître Julien Boudon. Et donc, le débat était très intéressant. J'ai beaucoup appris de vous et je pense qu'on aura l'occasion de se croiser, de nous revoir pour une seconde fois. Ça sera avec beaucoup de plaisir, car moi aussi, j'ai beaucoup appris et c'est beaucoup plus amusant de débattre avec des gens qui ont des opinions divergentes et tranchées plutôt qu'avec des gens qui pensent comme vous. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir prochainement à Haïti, au Québec ou en France. Merci beaucoup. À la prochaine. Hein? Bonne soirée à tous, Monsieur Figaro. Je vous remercie également. Si vous merci, êtes toujours... Monsieur Boudon. Merci pour nous avoir modérés. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.